Alors guys, la piste Ugarte est en train sérieusement, mais sérieusement de se refroidir. Donc dans cette vidéo, nous allons essayer de décortiquer ensemble les différentes options que nous avons encore. Après avoir sécurisé de façon brillantissime le dossier João Neves, le PSG maintient toujours sa position sur le cas Ugarte, c'est-à-dire qu'ils ne le vendront pas à moins de 60 millions. De son côté, bien entendu, Manchester United envisagerait de se tourner vers d'autres horizons, donc aujourd'hui se demande vers quelle alternative ils vont se rapprocher. La question maintenant qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'en réalité Manchester United songerait à se retirer de ce dossier parce que nous trouvons que 60 millions c'est une somme assez excessive et que nous n'avons pas les moyens de mettre une telle somme sur la table, ou alors c'est plutôt la méthode du PSG que nous critiquons. C'est-à-dire, on l'a déjà dit, vous avez acheté une voiture, une moto, une PS5 ou toute autre chose, vous l'utilisez pendant un an et là vous décidez donc de le ou la revendre au même prix. Chose quand même qu'il faut dire, c'est inacceptable. Alors j'espère vraiment que nous sommes dans cette optique parce que dans le cas où ça serait parce que nous n'avons pas les moyens de mettre 60 millions sur la table, cela signifierait que nous avons d'ores et déjà deux autres options qui sont déjà disqualifiées puisque nous n'avons pas les moyens et ces deux autres options valent le même prix. Option numéro 1, selon moi, ça serait donc Zubimendi. Vous le savez, pour moi, c'est mon chouchou, c'est mon favori. On a besoin de dicter le tempo, de contrôler le milieu de terrain. Et je pense que nous avons besoin donc d'un joueur qui se rapprochait fortement de Rodri, capable de récupérer le ballon, capable de marquer et capable de relancer proprement. Mais le petit hic, c'est que c'est 60 millions. 60 millions pour Zubimendi, cela signifierait que si nous n'avons pas les moyens de mettre 60 millions sur Ugarte, bien entendu, nous n'avons pas les moyens de mettre 60 millions également sur Zubimendi. Donc, à savoir, nous sommes dans quelle optique? J'espère vraiment que c'est l'optique où nous critiquons la méthode du PSG. Option numéro 2, qui est revenue ces derniers jours, Monsieur De Jong. Vous vous souvenez, De Jong, on a couru derrière lui pendant toute une éternité. Il y a 2 ans, il n'est pas venu. Aujourd'hui, le Barça souhaite le vendre. Mais il y a un point très important à souligner. Le salaire de De Jong actuellement au Barça équivaut à 30 millions d'euros. Je répète pour ceux qui n'ont pas entendu, 30 millions d'euros. C'est-à-dire que là, nous sommes en train de pointer du doigt les salaires astronomiques de Casemiro, de Jadon Sancho qui sont à 350 000 livres. Là, on parle de 600 000 euros par semaine. Alors, même dans le cas où nous voulions du joueur et que le joueur voudrait venir, sincèrement, je répète, 30 millions d'euros, En plus de ça, il nous a bien fait courir l'année dernière, enfin il y a 2 ans, 30 millions d'euros. En plus, apparemment, c'est un joueur qui se blesse régulièrement, d'après ce qu'on m'a dit. Un salaire de 30 millions, on cherche à dégraisser les salaires, c'est surtout pas pour aujourd'hui nous venir rajouter des Jong. Donc pour moi, ce dossier-là est d'ores et déjà disqualifié. Ensuite, nous avons le dossier Amrabat. Alors Amrabat, moi je lui ai dit que je le voudrais bien, mais petit hic encore une fois, pas en tant que premier choix. C'est-à-dire que si on fait venir Amrabat, selon moi, ça serait plus pour une roue de secours. Quelqu'un qui va venir faire souffler notre titulaire. Amrabat est un bon joueur. Je pense que si on peut l'avoir en plus d'un autre joueur, on nous a dit pour l'instant que Manchester United aurait peut-être 2 joueurs, 2 milieux de terrain. Si c'est pour avoir Amrabat en plus d'un autre, je dis oui. Mais si c'est pour venir chercher Amrabat parce que c'est la solution la moins coûteuse, si on doit faire une métaphore, je vous dirais que Zubimendi c'est la Bentley, Ugarte c'est la Materazzi, Amrabat c'est pas une Punto mais allez une Mercedes. Je vous ai dit, petite parenthèse, que je ne voulais pas d'Ugarte, mais bien sûr c'est selon les choix. C'est-à-dire que bien sûr aujourd'hui, pour revenir sur la métaphore, je ne prendrai pas une Materazzi devant une Bentley. Ça, il en est hors de question. C'est-à-dire que si j'ai le choix, je prends Zubimendi tous les jours devant Ugarte. Maintenant, si je n'ai pas Zubimendi, je vais forcément me contenter de Ugarte. Je n'ai pas vraiment le choix. Pour moi, c'est la deuxième option. En tout cas, deuxième ou troisième option. Donc, le cas Amrabat.
Encore une fois, je dis, ok, mais c'est pas Amrabat qui va venir être titulaire tous les matchs. Il a été sensationnel l'année dernière contre Arsenal, contre Newcastle et contre City, mais derrière, c'est pas sur lui que je veux compter sur toute une saison. Ensuite, nous avons notre éternel Casemiro. Alors lui, si je dois faire une métaphore, donc ça sera la 2 chevaux. Ça a été une voiture brillante, ça a été excellent. Aujourd'hui, elle n'est plus d'actualité. Donc, solution numéro 4, c'est garder Casemiro. Nous le gardons, nous allons à 180 à l'heure dans le mur. Je vous le dis tout de suite, hein. Si c'est Casemiro notre 6, c'est fiu, bam 180 à l'heure dans un mur, conclusion, c'est la mort assurée. Option numéro 4 ne me plaît pas du tout également. L'option numéro 6 est apparue aujourd'hui, ça serait Sandberge, un milieu de terrain qui évolue au poste de 6 à Burnley. Comment est-ce que je vais vous dire ça? C'est comme si en réalité vous cherchiez un Nike, N-I-K-E, la marque Nike, et vous finissez avec un fake. On remplace le N par un F, donc du fake. Franchement, guys, vous êtes pas mal à me dire c'est un bon joueur, bon balle au pied, 6, 8. Je vais essayer de vous expliquer autrement. Nous sommes dans une course de Formule 1, d'accord? Et là, l'année dernière, par exemple, nous avons fini 8e sur le tour qui suit. Donc là, on arrive, on change les pneus. Clairement, il va falloir mettre de meilleurs pneus. Dans le cas contraire, si c'est pour mettre des pneus plus usés, il y a de fortes chances que derrière, même 8e, on ne le finisse pas. Donc, pour moi, sincèrement, guys, sans vouloir lui manquer de respect, c'est un bon joueur, il joue à Burnley, il a été pas mal, même contre nous, il a donné quand même des prestations assez décentes. Mais de là à me dire que c'est lui qui va venir remplacer Casemiro, c'est lui qui va jouer contre Liverpool d'ici fin août, non, guys, sincèrement. J'ai pas envie d'avoir un fake, sincèrement. Un fake F-I-K-E là, avec la marque à l'envers là, non merci. J'ai pas envie d'avoir. Non, sincèrement, non. Alors là, je sais que c'est un milieu de terrain plutôt décent, mais pour moi, si notre choix c'était Ugarte, soit on le remplace par mieux, mais pas par moins. Sincèrement, il est gentil, il est mignon, mais je sais qu'il est bon, balle au pied, mais guys, en termes de standing, je vous dis non. Sincèrement, je vous dis non. Pour moi, en tout cas, je sais qu'après, maintenant, les avis divergent, chacun son opinion. Moi, je vous dis non. 6e option, nous avons, on en a parlé, Fofana. Fofana, encore une fois, on a souligné ses qualités, mais encore une fois, moi, je vois plus en lui un 8 qu'un 6. Alors, je vous dirais non également. Donc, oui, ça se complique. Ça se complique. On voulait Ugarte, on est loin d'avoir Ugarte parce que c'est 60 millions. Est-ce que nous allons l'avoir? Ça, c'est un autre débat. Est-ce que nous allons pouvoir dégraisser? Ça, c'est un autre débat. Mais sincèrement, Fofana non plus. Si on n'avait pas de Kobe Meno, oui, je pense que ça serait un bon joueur qui viendrait remplacer Kobe Meno. Je le vois beaucoup plus en 8, même si on m'a dit que derrière, il a fait un match excellent contre le PSG en étant 6. Je dis non. Franchement, je préfère un vrai 6. Et donc, en réalité, les choix, pour moi, il n'y en a que 3 réellement. Tout le reste, voilà. Là, je vous ai dit 5, 6. La 7e option ou la 8e option, je ne sais pas combien je suis. Ça serait donc Joao Gomez. On a déjà parlé également. Donc le 6 de Wolverhampton. Pourquoi pas? Le Brésilien. Encore une fois, est-ce que ça serait une solution waouh? En tout cas, pour moi, c'est mieux que le reste. C'est mieux que Fofana parce que Fofana, je trouve que c'est un 8. C'est mieux que Sandberge parce que Sandberge, pour moi, bon, sans vouloir lui manquer de respect, voilà. Et je vous dirais que De Jong, son salaire pose problème. Zubimendi, c'est 60 millions, on les a pas. Mais Joao Gomez aussi, c'est 60 millions. Donc, dans tous les cas, si on n'a pas les moyens de mettre 60 millions sur Ugarte, on n'aura bien entendu pas les moyens de mettre et 60 millions sur Zubimendi, donc disqualifié, et également 60 millions sur Gomez. Ça fait donc 2 joueurs disqualifiés.
De Jong, même si Ten Hag vient pour lui dire ouais, signez-le, son salaire pose énorme problème. Et puis, rappelons-le, il se blesse. Donc je pense qu'également éliminé. Sandberg, j'ai l'impression que je suis méchant, mais en réalité pas. Sincèrement, je sais c'est un bon joueur, mais on a besoin de meilleurs pneus. On a besoin de meilleure qualité pour rattraper. On fait du catch-up, guys. On est déjà 8ème. On a déjà fait une pré-saison assez mi-figue, mi-raisin. On a besoin de talent. Franchement, je ne pense pas, bien que l'autre n'a plus les jambes, Casemiro, je ne pense pas que derrière, c'est Sandberg qui va venir casser la baraque. Bon, ça, c'est mon opinion, encore une fois. Tonton Kaz, il est gentil, il fait de belles relances, de belles transversales, mais défensivement, il est aux oubliettes. On part avec lui, on est mort dans le film. Conclusion, guys, sincèrement, l'étau se resserre, l'entonnoir en train de se refermer. Et aujourd'hui, je vous ai dit que je ne voulais pas du Ugarte, mais franchement, c'est mieux que pas mal de ce qu'on a cité là. Le seul que je mettrais devant, je pense que ce serait Zubimendi. Fofana, dans le sens où je le vois plus en 8 qu'en 6. Donc, je pense que Fofana a une meilleure relance que Ugarte, mais je le vois plus en 8 qu'en 6. Donc, guys, comme je l'ai dit, l'étau se resserre, l'entonnoir se referme. Dites-moi en commentaire, sincèrement, si vous devez choisir un parmi la liste que je viens d'indiquer, qui vous allez opter et surtout pourquoi. Franchement, c'est difficile. Mais vu comment c'est parti, on risque de finir avec Tonton Kaz. Basta. Un rire jaune, guys. Un rire nerveux. Nous allons maintenant rebondir sur la double interview de Ruud van Nistelrooy et de René Ake. Vous savez ce qui est bien avec les Hollandais et Allemands d'ailleurs, c'est qu'ils parlent déjà parfaitement la langue. Pas besoin d'aller prendre des cours du soir pour assimiler ce que l'autre veut nous dire. Ils parlent déjà tous anglais. Van Nistelrooy, Ake, Zerzi et tous les autres. Quand ils arrivent en Angleterre, ils parlent déjà la langue. Ça, c'est nickel. Alors, Ruud van Nistelrooy et René Ake ont donné donc leur première interview en étant coach assistant de Manchester United et ils sont revenus sur pas mal de points. Notamment sur le fait que derrière, ils ont pu travailler sur pas mal d'aspects parce qu'ils ont profité du fait qu'aujourd'hui, ils avaient le temps pour le faire. Quand la saison va commencer, bien sûr, les matchs vont se cumuler et derrière, on aura de moins en moins de temps. Ils ont reçu apparemment les joueurs individuellement pour essayer de leur expliquer qu'est-ce qu'ils attendent réellement d'eux, comment est-ce qu'ils les voient presser, défendre et dans quel système de jeu nous allons majoritairement évoluer. Ils sont revenus également sur les managers qui les ont poussés à devenir eux-mêmes managers. Van Nistelrooy est revenu bien sûr sur son mentor. Il a travaillé pendant 5 ans avec Ferguson, sous les ordres de Ferguson. Il l'a un peu observé. Il a dit en réalité qu'il a observé donc plusieurs managers en même temps et il a pris les meilleures choses selon lui qu'il a assimilées donc pour transformer en lui-même coach. René Ake a souligné un peu les autres Hollandais qu'il a côtoyés, qu'il a vus par le passé. Donc aujourd'hui, ils sont très contents d'être là. On leur a posé une question assez intéressante. On leur a dit, normalement, vous êtes coach tous les deux. Pourquoi aujourd'hui vous avez accepté de venir donc être coach assistant? René Ake a souligné que derrière, nous avons été coach nous-mêmes également. Donc nous savons un peu les exigences que les fans, le club attendent de nous. Donc aujourd'hui, nous allons venir donner main forte à Ten Hag pour essayer vraiment de reconstruire le club. Van Nistelrooy, lui, il est revenu en nous disant qu'il va falloir être patient. Parce que sincèrement, c'est un travail à longue haleine. Nous allons dédicacer tout notre temps, corps et âme donc, dans ce projet. Ça va prendre du temps, il va falloir être patient. Mais que derrière, leur but, chacun individuellement, c'est vraiment redonner l'ossature au club de Manchester United. Maintenant, ce que je pense, et je pense que je le ressortirai quand je ferai mon pronostic de la saison, je pense que les trois ensemble, ça peut être quelque chose de bien. Van Nistelrooy, René Ake et Ten Hag, ça peut être quelque chose de bien à condition, bien sûr, à condition que Ten Hag mette son ego de côté, qu'il accepte que c'est lui le manager et qu'il accepte que derrière, tout bon conseil serait bon à prendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'il vienne dire, écoute, c'est moi qui prends les décisions, c'est moi qui veux ça, c'est moi qui veux ça, c'est moi qui veux ça. Soulignons-le, la dernière fois,
Steve McLaren disait que Ten Hag a toujours raison. Même quand il a tort, il a raison. Donc parfois vous allez venir lui dire, écoute, bon, peut-être que tu devrais mieux faire ça ou bien faire ceci. Il ne va pas vous écouter. Donc je répète, si Ten Hag décide de vraiment considérer les avis des deux autres, je pense que derrière on peut faire quelque chose cette saison. Dans le cas contraire où il reste dans sa bulle, borné, buté, nous allons tout droit dans le mur. Ça, je pense que je vais développer un peu plus lors de la vidéo que nous allons faire donc pour le pronostic de cette saison. Donc, Van Nistelrooy nous est venu en nous disant qu'il a pris sa retraite il y a 12 ans et qu'aujourd'hui, sincèrement, c'est quelque chose qui le passionne. Il aimerait continuer et aujourd'hui, sincèrement, il veut être coach. Maintenant, en tout cas, il a laissé Manchester United. Il a hâte de retraverser le tunnel, de repartager ce moment de partage avec les fans. Donc il a hâte de revivre ce moment. René Haquet nous a dit que lui, il est venu il y a quelques années en tant qu'adversaire. Je ne sais pas quel club l'entraînait, mais il est venu en tant qu'adversaire. Il avait été fasciné par l'atmosphère de Manchester United. La question qui se pose, c'était quand? Parce que franchement, je pense qu'il y a un avant et après. Je pense que les meilleurs fans ont quitté en 2005. Apparemment, avant 2005, c'était la folie à Old Trafford. Après 2005, ça a été un peu... en tout cas, franchement, quand on y va, on a l'impression parfois que tout le monde est là, que les touristes. Toi-même, touriste, tu es là, tu as peur de sauter en disant « Ouais !» Vous êtes en train de vous regarder, donc c'est le calme absolu, à part Stratford End. Mais sinon, bon, j'aimerais bien savoir quand est-ce qu'il est venu la dernière fois. Donc aujourd'hui, lui aussi, il a hâte de venir vraiment partager ce moment de communion avec les fans. Donc, en tout cas, le message majeur qu'ils ont essayé de nous transmettre, c'est qu'ils vont dédicacer tout leur temps, vraiment tout pour redresser le club. Encore une fois, il va falloir être patient parce qu'il y a plusieurs aspects. Ils ont essayé de voir le plus de choses possible pendant la pré-saison, mais ils vont essayer de travailler les points petit à petit. Le fait qu'ils ont pris les joueurs individuellement, ça me plaît parce que, en fait, chaque joueur est différent. Donc aujourd'hui, vous avez un message à donner, vous n'allez pas forcément avoir un message collectif. Vous avez un message, chaque joueur, normalement, en termes de management, vous devez vous adapter à chacun de ces joueurs. Ten Hag l'avait fait quand il est arrivé, également il y a 2 ans. Donc ça, c'est un point qui me plaît énormément. Donc on va voir ce que ça va donner. Il y en a qui disent qu'on est impatient, qu'on est pessimiste. Bon, nous, en tout cas, on essaye de transmettre ce que l'on vit, ce que l'on ressent. On n'est pas là pour faker la situation, pour venir vous donner des moments de bisounours en vous disant que, guys, Manchester United va être clairement champion. On est là pour vous transmettre vraiment ce que l'on ressent réellement. Ça, c'est un